Alors que 1819 laissait place à 1820, tout n'allait pas bien sur la station d'Afrique de l'Ouest. Bien qu'un accord ait été conclu avec les Hollandais pour permettre à la Royal Navy d'intercepter les navires négriers hollandais, cela impliquait la création d'une nouvelle commission mixte à Freetown pour juger les cas des navires ainsi amenés. Et beaucoup dans l'escadron étaient d'avis que le juge hollandais nouvellement arrivé était en réalité favorable aux négriers, voire carrément de connivence avec eux, puisqu'il leur accordait, dans de nombreux cas, toutes les marques de courtoisie. Mais il avait récemment refusé au capitaine de l'un des navires anti-esclavagistes non seulement tout accès à un avocat, mais lui avait même refusé l'accès à certaines des preuves saisies sous la forme des papiers du navire négrier. De plus, bien qu'en janvier 1824 navires de l'escadron étaient tous présents à Freetown, le Tartare devait bientôt rentrer au pays. Morgiana et Myrmidon n'étaient, selon la plupart des critères, capables de naviguer qu'en cas d'urgence à cause des épidémies de maladies tropicales. Cela avait affaibli une partie de leur équipage et en avait tué d'autres. Et ainsi, Tistel était en réalité le seul navire qui était techniquement pleinement opérationnel. Cependant, les 4 navires décidèrent de se regrouper par paires selon l'ordre alphabétique et d'entamer une dernière série de patrouilles. Des renseignements furent reçus indiquant que l'ancien commandant du navire négrier Louis, qui avait tiré sur des navires de la Royal Navy avant d'être forcé de se rendre en 1816, était maintenant de retour. Il pratiquait la traite des esclaves sur un nouveau navire et se vantait de vouloir se venger du capitaine Hagen, désormais à la tête du Tistel. Bien que le Tistel ne fût lui-même qu'un brick, il était équipé de marins expérimentés de la Royal Navy et non de n'importe qui que l'on pouvait rassembler pour armer un brick négrier. Ainsi, Hagen ne prenait guère ses menaces au sérieux. La présence du Tartare, un navire de 36 canons, contribuait également à cette évaluation. En envoyant des embarcations remonter la rivière Pongus, les 2 navires trouvèrent rapidement un navire espagnol et un navire hollandais, tous deux en train de charger des esclaves, et les capturèrent, faisant fuir 2 goélettes qui attendaient leur cargaison. Le parti pris du juge hollandais fut à nouveau évident lorsque les 2 prises revinrent à Freetown. Le navire espagnol fut rapidement condamné par la commission régulière, mais le navire hollandais, qui relevait de la commission mixte, vit son procès retardé d'1 semaine. Le commodore Collier du Tartare s'est vu refuser l'autorisation d'assister en personne ou de prendre un avocat par le juge hollandais Van Sertema. Il n'a été autorisé qu'à présenter ses propres observations écrites sans autre assistance. Van Sertema déclara alors que, selon lui, 10 des 12 esclaves trouvés à bord du navire étaient en réalité des membres d'équipage, malgré les objections des esclaves eux-mêmes à cette description. Il poursuivit ainsi dans d'autres affaires en 1820, si bien que Collier écrivit une lettre de plainte virulente à l'amirauté cet été-là et veilla à son envoi par un navire très rapide. Pendant ce temps, le Myrmidon et la Morgiana trouvèrent une demi-douzaine de goélettes ailleurs. 5 étaient vides, mais la 6e tenta de hisser un drapeau français. Mais après inspection, elle transportait non seulement plus de 100 esclaves, mais les papiers à bord suggéraient qu'elle était en réalité employée par le négrier irlandais dont ils avaient déjà infiltré les opérations. Ils envoyèrent ce navire comme prise avant d'apercevoir 2 goélettes portugaises. L'une d'elles aperçut les navires de la marine royale britannique et tenta de décharger sa cargaison humaine par bateau, ruse déjà employée auparavant, mais cette fois, le Myrmidon fut trop rapide et aborda le navire avant le débarquement du dernier esclave. Quelques jours plus tard, les 2 navires interceptèrent également un véritable navire pirate et ses prises. Malheureusement, sur cette prise de 5 navires qu'ils avaient capturés, les 2 à bord desquels des esclaves avaient été trouvés durent finalement être relâchés. Le navire portugais, car le juge portugais n'était pas encore arrivé, et la commission mixte a décidé que l'autre avait acheté ses esclaves légalement, les relations du trafiquant irlandais à Freetown étant apparemment toujours à son service. Comme il était clair que ce n'était pas le cas, le navire a été escorté vers un territoire français conformément à son pavillon. Le Tartare et le Tistel ont eu un peu plus de chance, pourchassant une demi-douzaine de navires français et espagnols, dont un navire dans lequel les Britanniques ont été horrifiés de découvrir 2 enfants enfermés dans un tonneau pour éviter d'être repérés par l'équipe d'inspection. C'était déjà assez grave, mais cela a été aggravé par le fait que le navire a été capturé. La 2e tentative, après une première poursuite quelques jours plus tôt qui avait échoué, a échoué, mais pendant cette poursuite, on avait observé la goélette jeter plusieurs tonneaux par-dessus bord.
Il semble que le navire français, la Jeune Estelle, était confiant de réussir une traversée transatlantique, donc on ne peut que supposer. Ce qui a suivi fut une manière créative pour l'équipage du Tartare d'exprimer leur dégoût d'une façon qui ne les ferait pas immédiatement passer en cour martiale. Après une inspection minutieuse révélant d'autres esclavagistes cachés et obligeant le charpentier du Tartare à soulever de nombreuses planches, il fut déclaré que l'Estelle était désormais dans un état si mauvais qu'elle risquait de ne pas atteindre un port africain en sécurité, vu la météo défavorable. Les esclaves furent transférés sur le Tartare, les papiers de l'Estelle annotés. Elle dut rejoindre Gouret seule pour y être jugée, avec son équipage d'esclavagistes. Malheureusement, le navire semble avoir survécu à la traversée. L'escadron d'Afrique de l'Ouest comptait désormais 6 navires, avec le Faisan et le Snapper présents. Mais à mesure que le printemps laissait place au début de l'été, ils étaient tous fréquemment obligés de naviguer vers le sud, vers des climats plus frais, pour tenter de faire face aux épidémies répétées de fièvre tropicale qui épuisaient les forces de ceux qui avaient la chance de survivre. Cependant, il y avait aussi quelques points positifs. L'USS Sian, un autre vétéran de la guerre de 1812, puisqu'il avait été la dernière capture réussie de l'USS Constitution pendant cette guerre, est venu prêter main forte. Une tentative d'un navire américain de créer une colonie similaire à Freetown avec des esclaves affranchis échoua. Le site était infesté de maladies, habité par des locaux hostiles et fréquemment attaqué par des navires négriers. Après quelques mois, les survivants ont été relocalisés sur un autre site, nommé Monrovia, qui finirait par s'étendre pour former le Liberia. En 3 mois, le Sian a capturé 8 navires, que son capitaine, Tranchard, a déterminé être des négriers américains. Seuls 4 de ces navires ont pu être envoyés comme prise aux États-Unis, puisque les 4 autres avaient des papiers les déclarant espagnols, pays avec lequel la marine américaine n'avait pas de traité autorisant l'inspection. Trenchard a fait remarquer que bien qu'il fût certain que les navires relâchés étaient américains, chaque navire inspecté avait plusieurs jeux de papier de différentes nations, leur permettant de choisir la nationalité la plus avantageuse pour échapper à l'autorité du navire inspecteur. Les 4 navires retenus comme prise semblent avoir cru à tort que Scan était un navire britannique et avaient donc tenté de revendiquer la protection américaine, réalisant trop tard leur erreur et incapables de changer de version une fois qu'un navire américain les avait abordés. Bien que brièvement renforcée par l'USS Alligator et l'USS Shark, la formation américaine découvrit rapidement un autre problème. Les négriers avaient bien moins peur d'eux que de la marine royale britannique. Sur les 5 navires négriers français qu'ils capturèrent ensemble en mai 1823, reprirent la traite des esclaves lorsque leurs équipages se révoltèrent et maîtrisèrent les équipages de prise qui avaient été placés à bord. Ailleurs, Tistel fut confronté à un autre problème. Un navire marchand britannique fut saisi par un groupe d'hommes pratiquant parfois la traite des esclaves, parfois la piraterie. Une tentative de prise du navire pirate, retrouvée en amont par l'une des embarcations de Tistel, échoua lorsque l'embarcation fut prise sous le feu ennemi et capturée, causant plusieurs pertes au passage. Cependant, bien que cela ait laissé le Tistel avec trop peu d'hommes pour remonter la rivière, cela irrita le capitaine, qui repartit vers Freetown et revint vite, avec le Myrmidon, la Morgiana et le Snapper en compagnie, ainsi que 3 compagnies de soldats. Renforcés, 200 soldats avec le Tistel et le Snapper remontèrent la rivière, tandis que les 2 plus grands navires restaient en embuscade à l'embouchure au cas où quelque chose échapperait aux 2 autres. Ils arrivèrent bientôt au fort des pirates et esclavagistes, qui ouvrit le feu sur les embarcations envoyées sous pavillon de trêve, malgré son propre drapeau de trêve. Cette fois, cependant, leur tir était imprécis, peut-être parce que les embarcations avaient été équipées de caronades et ripostaient. Confrontés au bombardement des navires sur le fleuve et à l'assaut déterminé des hommes du 2e régiment des Indes occidentales, l'ennemi prit la fuite, si bien que les forces britanniques emportèrent tous les canons et les provisions qu'elles trouvèrent vers leurs navires, puis incendièrent complètement le fort et les maisons environnantes. Une fois ces obstacles écartés, ils apprirent qu'un chef local avait coopéré avec les pirates et qu'il détenait les survivants du canot saisi du Tistel comme prisonniers. Ils décidèrent d'y aller le lendemain, mais une tempête échoua le Snapper durant la nuit. Ne voulant pas se laisser décourager par la météo, l'équipage du navire rejoignit simplement les troupes pour une marche terrestre, attaqua la ville du chef, mais découvrit que les captifs avaient encore été déplacés. Ils incendièrent donc cette ville également, puis retournèrent aider à dégager le Snapper du banc de boue. Alors qu'ils agissaient, un message vint de plus haut sur la rivière.
D'autres chefs locaux et un commerçant britannique, informé de la politique de la terre brûlée des navires de l'escadron d'Afrique de l'Ouest, avaient réussi à obtenir la libération de l'équipage capturé du Thistle, qui fut envoyé en aval rejoindre son navire. Le Snapper et le Thistle de nouveau à flot, ils reprenèrent la mer, mission accomplie. L'été a aussi connu une amélioration générale de la situation. Le juge portugais de la commission mixte est arrivé et il s'est révélé résolument anti-esclavagiste. Le Morgiana a empêché une attaque sur une colonie britannique en impressionnant les habitants avec son artillerie. Malgré la maladie qui a décimé les équipages, la flotte a bénéficié de la promotion rapide de jeunes officiers remplaçant les supérieurs malades ou morts. À l'automne, l'USS Sian se préparait à rentrer chez elle, mais fut encouragée lorsque son remplaçant, l'USS John Adams, arriva, ayant déjà rejoint le HMS Snapper, les deux navires étant en route pour une nouvelle expédition sur la rivière Pongas. Malheureusement, le capitaine du John Adams s'est révélé un peu moins résolu que celui du Sian, et lorsqu'un important contingent de négriers manifestement américains fut découvert sous de fausses couleurs espagnoles, il refusa de les arraisonner. Le John Adams fut vite rappelé pour d'autres missions en un peu plus d'un mois. L'hiver 1820 et le début de 1821 furent relativement calmes. Le juge portugais de la commission mixte dut rentrer au Portugal pour maladie. Le prochain négrier portugais capturé fut donc envoyé au Brésil pour jugement. Pendant le trajet, ils trouvèrent un membre africain de la Royal Navy caché qui monta à bord du Morgiana. Il raconta qu'il avait fait partie d'un équipage de prise de 9 hommes placé à bord du négrier Volcano du Sud près de 2 ans auparavant. En route vers Freetown, les négriers ont tué les 5 marins britanniques de l'équipage de prise et tenté d'asservir les 4 membres africains, dont 2 ont choisi de sauter à la mer. Les 2 autres avaient été vendus comme esclaves au Brésil, mais Quachi Sam s'était échappé et avait fini par rejoindre un port où il trouva un navire britannique. Le Volcano du Sud était signalé pour une attention particulière au cas où il serait rencontré de nouveau. De retour sur la côte africaine, Tartare et Thistle avaient élaboré un plan astucieux. Ils enverraient le plus petit Thistle en avant, sous pavillon espagnol, dans la rivière Bonny. Elle trompa un pilote local en lui faisant croire qu'ils étaient des négriers et il proposa de les conduire à un mouillage secret en amont du fleuve. En montant à bord, l'équipage captura le pilote et le força, sous la menace d'une arme, à les conduire. Ils montèrent ensuite à bord de la pirogue du pilote et l'utilisèrent pour lancer un assaut contre une goélette apparemment espagnole qui était déjà ancrée là. Le navire ne jaugeait que 172 tonnes, mais près de 500 esclaves étaient entassés dans sa cale. Les plus malades furent transférés sur le Tartare, auquel on fit alors signal d'envoyer ses propres embarcations en amont, tandis que l'équipage du Thistle poursuivit et trouva un navire portugais, lequel leur tira dessus avant d'être submergé. Comme elle n'avait que 85 esclaves à bord, un autre grand groupe provenant du premier navire fut transféré sur celui-ci pour le voyage de retour vers Freetown. Le premier navire, désormais avec seulement environ la moitié du nombre initial d'esclaves à bord, fut envoyé directement là-bas, l'équipage négrier étant mis au fer sous la garde enthousiaste des anciens esclaves. Cela fut fait en guise de punition car les négriers avaient tenté de saboter le navire. Tartare, Thistle et la deuxième prise avancèrent lentement, s'arrêtant pour se réapprovisionner en eau avant d'envoyer la prise plus loin, tandis que les 2 navires de guerre entraient dans la rivière du Vieux-Calabar et capturaient 2 autres navires négriers portugais. Encore une fois, l'un des navires comptait presque aucun esclave, tandis que l'autre était si surchargé que la maladie sévissait déjà. Lors du transfert de certains esclaves sur l'autre navire capturé, un esclave mort fut retrouvé écrasé sous les autres. De là, Tartare prit le chemin du retour, laissant le reste de l'escadron poursuivre les opérations. Myrmidon resta un fléau pour les négriers en renvoyant des embarcations remonter la rivière Bonny. Ils trouvèrent d'abord 6 négriers français, que les règles de cette année-là leur interdisaient d'attaquer. L'un des capitaines français leur signala toutefois 2 négriers espagnols plus en amont. Lorsque les embarcations du Myrmidon s'approchèrent, elles essuyèrent de nombreux tirs et furent contraintes de se replier. Le capitaine Leake, lassé, passa les jours suivants à faire des sondages détaillés du fleuve en attendant une marée de vive eau. Lorsque la marée fit monter le niveau du fleuve, il fit remonter tout entière la frégate de 6e rang. Il captura 2 navires négriers espagnols, abandonnés par leurs équipages à l'approche d'un véritable navire de guerre fonçant sur eux. Puis il envoya ses propres hommes à terre pour capturer les négriers espagnols, emmenant les 2 navires avec un total de 242 esclaves en mer avec lui.
Après avoir débarqué tout le monde à Freetown, il accusa les 2 capitaines de piraterie pour avoir tiré sur des hommes de la Royal Navy et les vit tous 2 reconnus coupables et pendus. Snapper capture encore quelques négriers alors que l'USS Alligator arrive pour une nouvelle patrouille, constatant que les négriers en mer sont plus agressifs contre la marine américaine que contre la Royal Navy. Lors d'une rencontre, elle dut affronter un négrier portugais dans un duel au canon. L'Alligator gagna facilement le duel grâce à des canonniers entraînés et envoya la prise à Boston. Lorsque vint le moment, au début de 1822, de rentrer chez elle, l'Alligator laissa derrière elle un bâtiment auxiliaire avec un équipage de volontaires pour poursuivre son travail. Ce bâtiment auxiliaire sollicita l'aide de la Royal Navy en main-d'œuvre et ensemble, ils capturèrent un navire négrier américain incapable de se dissimuler derrière son drapeau face à un navire de son propre pays. Peu de temps après, le Congrès américain fit en fait quelque chose d'utile pour une fois et recommanda un accord avec les Britanniques selon lequel les États-Unis permettraient à la Royal Navy de monter à bord des navires soupçonnés d'être des négriers battant pavillon américain, à condition que les navires de la marine américaine aient le même droit de monter à bord des navires battant pavillon britannique qu'ils soupçonnaient d'activités illégales. Cela fut en fait accepté à la fois par le gouvernement britannique et par le président Monroe. Mais la question a échoué au Sénat, où divers sénateurs pro-esclavagistes ont délibérément ajouté toute une série d'amendements que les 2 partis savaient totalement inacceptables, réussissant ainsi à torpiller complètement l'accord. L'absence du Tartare fut compensée par l'arrivée du HMS Iphigenia, un navire de 36 canons, et du Commodore Menz, ce qui ramena l'escadron d'Afrique de l'Ouest à 6 navires, plus le Tendai laissé par l'Alligator et la goélette Augusta, qui avait été laissée par l'USS Shark. Il y avait même un brick français, le Huron, qui naviguait vaguement pour tenter de faire respecter la position anti-esclavagiste de la France, même s'il ne laissait personne d'autre le faire. Entre eux, une demi-douzaine de navires négriers furent capturés au premier trimestre de 1822, après quoi l'Iphigénia emmena 2 autres navires avec elle vers la rivière Bonnet. Sachant que la Myrmidon avait déjà rencontré de la résistance et l'accompagnait, Menz ordonna l'envoi de 6 grandes embarcations avec 150 hommes et des canons en amont du fleuve. Ils trouvèrent 6 navires négriers sur le fleuve. 2 goélettes tirèrent sur les marins qui ripostèrent et abordèrent. Les 2 goélettes étaient espagnoles, les 4 autres navires français. Les navires espagnols avaient également forcé certains des esclaves à combattre le groupe d'abordage et étaient fortement surchargés, avec 705 esclaves répartis sur les 2 petites embarcations. Après avoir interrogé les négriers survivants, car une vingtaine d'entre eux avaient été tués lors des combats, il s'est avéré que l'idée de forcer les esclaves à combattre les Britanniques venait du capitaine de la goélette Ikanum, l'autre goélette étant la Vikua. Il s'est également avéré qu'une esclave de 12 ans avait été retrouvée enchaînée sur le pont des esclaves de l'Ikanum avec une courte et épaisse chaîne de fer attachée au mât. Je vous laisse imaginer pourquoi cela était le cas. Dégoûtés et indignés à parts égales, les marins britanniques libérèrent la jeune fille, traînèrent le capitaine de l'Ikanum, l'enchaînèrent par le cou à la place et le laissèrent là, entouré de ses anciens captifs. Parmi les 4 autres navires, les Français, 3 avaient participé au combat, tandis qu'un seul, le Théodore, s'était contenté d'observer. Ainsi tous furent abordés. On apprit que le Théodore ne transportait que des marchandises légitimes et, n'ayant pas attaqué les Britanniques, il put poursuivre ses activités. Les 3 autres transportaient plus de 800 esclaves à elles seules. Et même s'ils ne pouvaient techniquement pas être saisis pour traite négrière, puisqu'ils étaient sous pavillon français, ils avaient tiré sans provocation sur la Royal Navy. Ils furent saisis comme prise et les équipages accusés de piraterie. En capturant un autre navire négrier, cette fois portugais, sur le chemin du retour vers Freetown, le Commodore Menz a rationalisé la grande collection de prises en équilibrant le nombre d'esclaves sur chaque navire et en sabordant les 2 bâtiments qui s'étaient révélés les moins navigables. Malheureusement, l'Ikanum fut ensuite prise dans une tempête et chavira peu de temps après, entraînant tout l'équipage avec elle, mais le reste des navires transportant les esclaves survivants fut conduit devant les différents tribunaux compétents. Morgiana et Fazan rentrèrent chez eux à l'été 1822 remplacés par les sloops Sirène, Ban et Driver, bien que cette légère augmentation ait rapidement été compensée par le rappel du Myrmidon pour une remise en état.
L'escadre reconstituée effectua plus d'une douzaine de captures durant le reste de l'année, y compris 2 navires trouvés vides, mais équipés pour la traite par le HMS Sirène, qui découvrit à bord des lettres indiquant précisément où et quand ils devaient embarquer leurs esclaves. Sirène découvrit un comptoir négrier qui tira sur les embarcations du navire et força les marins à débarquer sous le feu. Ils prirent les canons, les retournèrent contre l'usine, sabotèrent et incendièrent totalement le site avant de repartir. Peu après, Sirène fut approché par un représentant local proposant d'envoyer les esclaves qui auraient été vendus aux négriers si les navires n'avaient pas été capturés. Ces esclaves furent envoyés à Freetown et libérés. L'usage préalable de la force porta ses fruits lors de la capture d'un autre navire négrier dans des circonstances similaires. Sirène arriva pour trouver une lettre déjà en attente de la part du chef de cette région, promettant de remettre les esclaves qui attendaient pour leur libération, à condition que Sirène ne réduise pas aussi sa ville en cendres. Également, en 1822, le secrétaire aux Affaires étrangères Castlereagh est décédé. Mais Canning, nouvel arrivant et ardent abolitionniste, n'a pas obtenu l'accord des autres puissances européennes pour assimiler l'esclavage à la piraterie. Il a donc changé de stratégie et a fait jouer des leviers propres à chaque nation pour obtenir plus de concessions sur le sujet. Au fil des années, il obtiendra de nouveaux accords de 3 pays européens, du Brésil et des États-Unis, que nous aborderons en temps voulu. Les 2 premiers à mentionner furent de nouveaux accords avec les Pays-Bas et l'Espagne, qui, dès le début de 1823, étaient tous deux d'accord sur ce point. Les navires battant leur pavillon et équipés pour la traite des esclaves pouvaient être saisis, même sans transporter d'esclaves, une mesure auparavant réservée à d'autres navires négriers, mais désormais généralisée. Le commodore Menz est également revenu, après avoir ramené l'Iphigénie au Royaume-Uni pendant l'hiver. Lui et son équipage avaient été transférés sur le plus grand HMS Owen Glendower de 42 canons et étaient repartis vers la côte africaine. Mais c'était la fin de la pauvre Tistel. Après 3 ans et demi de service, elle était si usée qu'elle fut renvoyée au pays pour démantèlement avec son capitaine. Le capitaine Hagen avait, d'une manière ou d'une autre, survécu 2 fois plus longtemps sur divers navires de la station et avait capturé au total 33 navires négriers, ce qui avait permis la libération de près de 100 fois ce nombre d'esclaves. Malheureusement, ce printemps-là, une épidémie de fièvre jaune se propagea dans l'escadre et fit un peu plus d'une centaine de victimes parmi les marins britanniques en seulement 3 mois. Les hommes et navires restants durent équilibrer leur soutien à la guerre britannique contre les Ashanti et leur patrouille anti-esclavagiste. Ici, leurs efforts commençaient à avoir un impact aussi bien à terre qu'en mer, plusieurs rois et chefs locaux rendant volontairement les esclaves débarqués sur leurs côtes par des navires négriers cherchant à se débarrasser de leur cargaison humaine avant d'être interceptés. Bien qu'à un moment donné, l'Owen Glendower ait été tellement submergé par le nombre d'esclaves libérés que l'équipage a dû effectuer la majeure partie du voyage de retour vers la Sierra Leone avec un quart de ration, simplement pour que tout le monde à bord ait de quoi manger. L'année a été inégale, le snapper ayant dû rentrer au pays. Désignée pour répartir son équipage sain dans l'escadron, elle a reçu en échange les hommes malades des autres, en s'assurant qu'il y avait au moins suffisamment de ce que l'on pourrait appeler des blessés légers pour faire fonctionner le navire. De plus, le commodore Menz tomba malade et mourut sur le pont de son navire amiral en septembre. Ban dut partir pour des réparations et Sirini reçut l'ordre de rentrer, le seul point positif de la fin de 1823 étant l'arrivée de le brick HMS Swinger avec l'équipage vétéran du Tistel ayant été transféré sur le nouveau navire. L'année 1824 ne commença pas mieux, car il y eut de la confusion concernant le Brésil nouvellement indépendant. On ignorait si les traités avec le Portugal restaient valables pour les navires brésiliens, d'où la libération de 3 navires négriers capturés malgré de grands risques. Le commodore Fillmore, successeur de Menz, a également dû rentrer après avoir contracté une fièvre endémique locale. Le lieutenant Walcombe a brièvement repris le commandement et dû intervenir dans la guerre contre les Ashanti lorsqu'ils ont attaqué. Une grande armée d'environ 10 000 hommes est passée à l'action, bien plus rapidement que les unités terrestres britanniques ne l'avaient anticipé, ce qui a conduit à ce qu'une force mixte d'environ 500 hommes, moitié britanniques, moitié locaux, soit submergée lorsqu'elle a été attaquée de tous côtés et a finalement manqué de munitions, ce qui a entraîné la mort du gouverneur britannique qui avait accompagné ce détachement. En avril, la corvette HMS Victor, avec un nouveau commandant d'escadre, Thomas Prickett, était arrivée. Tandis que les conséquences du succès des Ashanti étaient gérées à terre, des négriers restaient à capturer, et le Victor s'est révélé particulièrement rapide.
En avril, en poursuivant 3 navires suspects, ils ont découvert, en attrapant le plus lent, que le plus grand des 3, le brigadier Romano, était à la fois un navire négrier et pirate. Ayant capturé les 2 navires et pris leur cargaison pour échanger ses marchandises contre des esclaves, Victor a donc poursuivi le Romano pour voir l'équipage abandonner le navire dans une chaloupe manifestement lourdement chargée des biens les plus précieux avant que la chaloupe ne soit vue se briser en heurtant de fortes vagues près du rivage. Concluant que la Providence avait jugé l'équipage du Romano, Victor repartit à la poursuite d'autres cibles. En mai, une autre frégate, la Maidstone de 36 canons, arriva avec un officier encore plus haut gradé, le commodore Bullen, qui avait combattu lors des batailles du glorieux 1er juin de Camperdown et de Trafalgar. La Maidstone releva l'Owen Glendower ainsi que le Driver. À ce stade, la guerre contre les Ashanti allait un peu mieux, mais les ravitaillements des points stratégiques devaient transiter par mer, par les navires de l'escadre, car la voie terrestre restait trop dangereuse. Les Ashanti furent finalement repoussés après plusieurs batailles, facilités par l'arrivée du capitaine Scott avec des canons et leurs équipages, la puissance de feu navale apportant un avantage offensif majeur. Cependant, en été, l'escadre signala que presque tous les navires négriers qu'ils rencontraient arborèrent le pavillon français ou brésilien, rendant les captures bien plus difficiles. Faute de traités d'inspection réellement significatifs avec ces nations, il fallait du temps et des efforts pour identifier les navires sous faux pavillons et ceux provenant réellement de ces pays. Début 1825, les nouvelles furent un peu meilleures. Après plusieurs rapports de l'escadre signalant que des citoyens britanniques pratiquaient toujours la traite des esclaves sous pavillons étrangers, le Parlement avait adopté une nouvelle loi. Puisque les amendes et les peines de prison s'étaient révélées inefficaces et que même la déportation en Australie ne suffisait manifestement pas, la nouvelle loi stipulait que tout sujet britannique impliqué dans la traite des esclaves serait accusé, je cite, de crimes, de piraterie et de vol, et devrait subir la peine de mort sans le bénéfice du clergé, ainsi que la perte de terres, de biens et d'effets personnels, comme les pirates, criminels et voleurs en mer doivent le subir. Cependant, un fossé séparait ceux en poste et ceux à la maison souhaitant arrêter la traite des esclaves, et ceux à la maison qui tentaient encore de saboter. On peut le constater dans le cas du Swinger qui, en février, a essuyé des tirs alors qu'il enquêtait sur plusieurs navires trouvés à l'ancre. Au large de ce qui est aujourd'hui le Nigeria, assez logiquement, après avoir essuyé des tirs, le Swinger a riposté. Le navire qui leur avait tiré dessus a alors tenté d'aborder le brick, et il est compréhensible que cela ne se soit pas très bien terminé pour le groupe d'abordage. Après avoir capturé ou tué la majorité de l'équipage ennemi, les Britanniques ont abordé le navire et découvert qu'il s'agissait d'un navire pirate espagnol. Comme il n'y avait aucun esclave à bord, le capitaine du Swinger a plutôt choisi de jeter toutes les armes et munitions, des canons jusqu'aux pistolets, par-dessus bord, puis de laisser le navire et son équipage survivants repartir. Mais de façon absurde, certains de ceux qui commandaient depuis leur bureau à Londres ont cherché à censurer le capitaine Clarkson pour avoir soi-disant été trop agressif, alors même qu'il avait été attaqué le premier. Ils ont aussi voulu l'accuser de destruction illégale de biens privés, à savoir les canons du navire pirate. Le commodore Bullen est intervenu, rappelant que les ordres visaient à réprimer la traite des esclaves et à soutenir le commerce britannique. Il a estimé que désarmer un pirate agressif servait ce commerce et a clos l'affaire. Face à la perspective d'attirer l'attention des nombreux commerçants légitimes que les pirates avaient harcelés, ainsi qu'au mécontentement des officiers de l'escadron, l'affaire a été abandonnée. Mais d'autres bonnes nouvelles sont arrivées sous la forme du HMS Atoll de 28 canons, du HMS Esk de 22 canons et du HMS Conflict de 12 canons, des renforts bienvenus, qui avaient déjà libéré près de 300 esclaves d'une goélette rencontrée en descendant vers le sud. Bien que le problème des navires amiraux français ait semblé résolu au départ avec l'arrivée de le brick français Dragon, il s'est vite avéré que le tribunal des prises français au Sénégal était tellement infesté de fonctionnaires pro-esclavagistes que tout ce que le pauvre brick capturait et envoyait pour condamnation était relâché et autorisé à reprendre la traite des esclaves. Comme le Victor, navire rapide, devait être renvoyé chez lui pour être rééquipé cet été-là, le reste de l'escadron, composé de navires plus lents, fit peu de prises. Cependant, celles qu'il capturait avaient tendance à être de plus grands navires, plus lents, avec plusieurs centaines d'esclaves libérés à chaque prise.
Un autre navire rapide, le HMS Red Wing, fut envoyé en remplacement avec un équipage composé d'anciens vétérans de la station d'Afrique de l'Ouest, mais il s'échoua lors de son voyage vers le sud et perdit la plupart de ses bonnes qualités de navigation à la suite des dégâts subis. Cependant, les tensions avec les pirates négriers espagnols augmentaient. Deux de ces navires, transportant environ 500 esclaves au total, opposèrent une résistance significative au Red Wing en utilisant des canons et des armes légères. Cependant, cet effort ne leur rapporta guère plus qu'un abordage agressif, l'un des navires étant envoyé à Freetown avec un équipage de prise de 14 hommes. En route, le navire croisa un négrier brésilien et parvint également à le capturer. Mais ensuite, un autre pirate négrier espagnol apparut et s'empara des deux prises. Il assassina ou mutila tous les membres de l'équipage de prise qui avaient fait de leur mieux pour défendre les navires. Les survivants notèrent le nom du navire pirate pour le signaler à l'escadron s'ils le recroisaient. Le sloop HMS Brazen ajouta encore plus de force à l'escadron et un flux régulier de prises commença à affluer. La Brazen libéra des centaines d'esclaves, bien qu'elle ait capturé un négrier espagnol qui ne transportait que 5 esclaves, car le capitaine Wiles fit avouer à son homologue qu'il allait en récupérer d'autres et révéla sa destination. Au lieu d'aller à Freetown, il alla directement au rendez-vous et ordonna au chef local de remettre les esclaves malgré tout. Le chef refusa, puisqu'il était évident qu'il ne serait désormais pas payé. Wiles calcula que si le chef ne s'exécutait pas, le Brazen détruirait la ville avec ses canons. Bientôt, 231 esclaves supplémentaires furent amenés sur la côte, puis répartis entre le Brazen et le navire négrier. Les deux navires prirent alors la direction de Freetown, où tous les esclaves furent libérés. Le nouveau gouverneur de la Sierra Leone, un certain gouverneur Turner, n'aimait pas particulièrement la Royal Navy, principalement parce qu'elle n'était pas sous son autorité, et il le savait bien. Mais étrangement, cela a en fait conduit à des avantages globaux pour toutes les parties, enfin, sauf si vous étiez un trafiquant d'esclaves. C'est parce que Turner s'est mis en tête qu'il pouvait prouver qu'il ferait un meilleur travail que la Royal Navy en les surpassant dans leurs propres fonctions. Il a donc ordonné qu'un navire à vapeur à faible tirant d'eau et lourdement armé soit amené de Grande-Bretagne et a acheté une paire de bricks français qui avaient été condamnés pour traite d'esclaves par les tribunaux de Freetown. En armant lourdement cette petite flottille et en utilisant son autorité de gouverneur, il s'est lancé le long de la côte, mettant en place un système labyrinthique qui commençait par un ordre de se soumettre ou de mourir lorsque ses forces arrivaient dans la ville d'un chef local. Face à la supériorité de feu, ils se soumettèrent souvent. Il leur promettait alors sécurité contre les tribus locales, à condition d'abandonner la traite des esclaves en les plaçant sous protection britannique. Il passait ensuite à la ville suivante pour répéter le processus, et en moins d'un an, un certain nombre de royaumes locaux près de la Sierra Leone se retrouvèrent pris dans une toile assez complexe où ils avaient tous accepté d'abandonner la traite des esclaves, et aucun d'entre eux ne pouvait attaquer les autres car tous avaient reçu la promesse de la protection de Turner en cas d'agression. Cela força les esclavagistes, auparavant installés dans ces territoires, à se déplacer vers d'autres régions, ce qui eut pour effet de concentrer à la fois les marchands d'esclaves terrestres et les navires qui leur achetaient des esclaves. Ainsi, en décembre 1825 et janvier 1826, l'escadron a pu capturer suffisamment de navires négriers pour libérer plus de 1000 esclaves à une période qui était normalement plutôt creuse. Également, en janvier 1826, le navire hydrographique Levin et le brick Barracuda sont arrivés. Ils avaient passé la majeure partie des 4 dernières années à réaliser un relevé hydrographique complet de toute la côte africaine, de Gibraltar jusqu'à la mer Rouge, au prix de plus de la moitié des hommes qui avaient commencé le voyage. Cependant, le capitaine Owen du Levin, retardé dans ses relevés il y a quelques années, s'était arrêté à mi-chemin de la côte est-africaine pour fonder brièvement un royaume anti-esclavagiste à lui tout seul sur la côte de l'actuel Kenya. Maintenant, il a pris le plan du gouverneur Turner d'attaquer les négriers relocalisés sur la rivière Balme et interrompit ses relevés finaux pour se joindre à l'assaut. La ville négrière fut réduite en cendres avec des pertes britanniques minimes, mais Turner attrapa une fièvre et le gouverneur mourut ensuite. En mars, cela mit temporairement fin aux efforts visant à éradiquer la traite des esclaves sur terre, en plus des actions menées par la Royal Navy en mer. L'atoll reçut alors l'ordre de se rendre en Inde, mais en chemin, le capitaine Murray captura le navire négrier Activio.
Mais grâce à une longue poursuite, elle fut capturée juste au sud de l'Équateur. Les propriétaires obtinrent d'abord près de 11 000 livres de dommages-intérêts contre Murray devant le tribunal, bien qu'il ait été prouvé qu'ils avaient illégalement pris des esclaves au nord de l'Équateur, arguant qu'en franchissant celui-ci, ils étaient hors juridiction. Cependant, l'affaire fut ensuite portée à Londres et au Brésil, le pays d'origine des esclavagistes, où tout fut rapidement rejeté. Nous allons conclure cet épisode par un bref récit d'un autre incident qui montre à quel point ce poste était dangereux. Outre les privations en mer, les maladies tropicales et les tentatives occasionnelles des négriers pour résister à l'abordage, les équipages ramenant les prises étaient souvent menacés par les négriers et un nombre croissant de pirates. Nous avons vu quelques exemples brièvement mentionnés plus tôt. Mais dans ce cas particulier, tout commence lorsque la brigantine Nettuno a été saisie par le maître d'équipage Richard Crawford du HMS Esk, avec un total final de 92 esclaves recensés à bord. Avec 5 autres marins britanniques, 4 membres d'équipage du Brigantin et 2 adolescents, l'un du Esk et l'autre du Nettuno, le navire a mis le cap sur Freetown. Mais il s'est avéré que c'était un navire lent et après 2 semaines, un brick rapide est apparu à l'arrière, sur tribord. Crawford a ralenti et s'est approché, pensant que c'était le Red Wing. Mais le capitaine du Nettuno pensait qu'il s'agissait d'un navire pirate, et il s'est avéré qu'il avait raison, car le brick s'est approché sans hisser de pavillon jusqu'au dernier moment, puis elle a tiré devant la proue du Nettuno et a hissé un drapeau français. Crawford ordonna de charger la poignée de canon de 6 livres à bord, et lorsque la chaloupe du brick inconnu arriva à côté, l'homme principal à bord commença à menacer l'équipage britannique en espagnol, ce qui discrédita quelque peu la ruse du drapeau français. Après avoir perdu du temps à trouver un traducteur, Crawford annonça que son navire était sous contrôle britannique et doutait que le brick soit vraiment français. La comédie cessa et le capitaine de la chaloupe, venant de la Havane, ordonna à ses hommes de monter sur le Nettuno. Au lieu de cela, Crawford, qui avait récupéré une paire de pistolets sous prétexte de chercher les papiers du navire, tira sur l'homme en question ainsi que sur celui qui tenait la chaloupe au Nettuno. Un canon de 6 livres fut pointé sur les hommes dans la chaloupe, leur ordonnant de se jeter à la mer. Le brick, désormais identifié comme la Caroline, vit que leur ruse avait été découverte et mitrailla le Nettuno. Avec seulement lui-même, le capitaine du Nettuno, un marin et un des garçons encore sur le pont supérieur, Crawford et le garçon prirent place au canon. Le capitaine courut chercher de la poudre et un boulet, tandis qu'un marin nommé Frost prit la barre. Pendant 2 heures, l'équipage de 3 hommes tira les maigres canons de 6 livres, un par un, sur la Caroline, tandis que le pirate tentait de déchirer les voiles et le gréement du Nettuno. Lorsque Crawford fut frappé à la tête par un gros éclat et assommé, le marin Frost abandonna la barre pour prendre sa place au canon. Prenant soigneusement la visée, il logea un superbe coup dans le gaillard d'avant de la Caroline, dispersant une équipe d'abordage rassemblée comme des quilles. Avec près de 2 douzaines de morts visibles et bien d'autres blessés, grâce à l'excellente précision de tir du petit équipage de prise, la Caroline s'éloigna et disparut pour ne jamais être revue. Avec seulement 4 coups à tirer, Nettuno finit par entrer péniblement dans Freetown. Crawford fut promu sur le champ, rejoignant les rangs des officiers en tant que lieutenant, bien que, en partie à cause de sa blessure, il serait bientôt renvoyé chez lui pour quelques mois afin de se rétablir. Mais il reviendrait plus tard dans l'année et nous le retrouverons dans l'épisode 3. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.